Bonjour Blandine. Bonjour, Monsieur Kara. Merci d'être venu sur le plateau d'Afrique 1. Merci infiniment. Grand spécialiste de l'éducation pour... Je m'installe là? Oui, installez-vous ici. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Blandine, Docteur Blandine Olive Tchamou, et qui est docteur en sciences de l'éducation et de la formation, chercheur spécialiste sur des questions d'éducation à la gestion adéquate des déchets. Bonjour Madame. Bonjour Kara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de commencer l'émission, parce que vous êtes dans un domaine extrêmement sensible, mais aussi très important pour notre vie quotidienne, donc les déchets. Alors, mais avant cela, donc, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Blandine Olive Tchamou, chercheur en sciences de l'éducation et la formation. J'ai soutenu une thèse de doctorat il n'y a pas très longtemps, en 2022, en Corse. Je l'ai faite en Corse, financée par l'ADEME et par la ville d'Ajaccio, sur les questions d'éducation à la gestion des déchets. Je résume ça comme ça, mais le titre de la thèse, c'est « La ville éducatrice à l'épreuve de l'écocivisme, la gestion des déchets comme repère et indice ». Et après cette thèse, j'ai eu l'opportunité, grâce à l'Université de Corse, d'aller à Montréal, à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, faire un postdoc d'1 mois au Centraire. Le Centraire, c'est le centre d'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et je suis là aujourd'hui, comme depuis la fin de ma thèse, pour un plaidoyer. Alors, donc le plaidoyer, on va en parler, donc le déchet. Le déchet, c'est un sujet extrêmement vaste, hein, le déchet. Alors aujourd'hui, d'abord, avant de vous poser la question là-dessus, mais qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ce domaine qui est assez, qui est mal connu, hein, et pourtant que l'on voit, que l'on côtoie? Tout à fait. En fait, c'est quand on arrive qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Parce que moi aussi, je me suis posé la question, pourquoi je m'intéresse à cette question et pourquoi je suis si attachée à ça. Parce que si j'avais pu, de manière raisonnable, j'aurais fait autre chose, parce que c'est plus facile de faire autre chose. Exactement. C'est beaucoup plus facile, c'est moins... C'est moins gênant, c'est plus confortable, c'est moins gênant, et puis de faire autre chose. Mais quand je regarde un peu en arrière, je suis née dans un drain. Notre maison était collée à un drain, on peut dire ça comme ça. Je n'ai pas connu la poubelle jusqu'à l'âge de 11 ans, parce qu'on jetait directement nos déchets dans la rivière qui passait, pas la rivière, au bord de la rivière, quoi. Dans le ruissellement qui passait à côté, on jetait là-bas, et puis on était tout le temps inondés. Et puis, à 11 ans, mes parents ont déménagé. J'ai découvert à ce moment-là la poubelle. La poubelle, c'était, comme la maison venait d'être construite, un seau de peinture, un ancien seau de peinture à huile, donc avec un fond de peinture dedans qui pesait beaucoup, et puis la poubelle, comme les déchets comme étaient par-dessus. Et moi, en tant qu'aîné de la famille, j'avais l'obligation, parmi mes obligations, de débarrasser la famille des déchets. Donc, du coup, d'aller jeter la poubelle, comme on dit. D'aller jeter la poubelle. Alors, il fallait chercher où la jeter, dans des endroits non construits, dans des endroits un peu sombres. Quand il pleuvait, alors là, c'était le Graal. Je sortais les poubelles et j'allais verser à l'eau, en fait. Et puis, j'ai même physiquement des blessures de ce seau-là qui me grattait le pied parce que j'étais trop petite pour tirer ce seau et tout. Et quand tu le mettais sur la tête, tu avais de l'eau qui coulait, parfois des fourmis qui te descendaient dessus. Donc, ce rapport avec la poubelle, je l'ai eu jusqu'à l'âge de 14 ans, de 11 ans à 14 ans, pas trop longtemps. Et après, je suis allée vivre chez une tante qui, elle, vivait dans un quartier... épais, quoi. Voilà, dans un beau quartier de la ville de Douala, où le goudron était devant, on sortait juste, la pomme était là, et puis le camion passait et c'est tout, quoi. Donc j'ai connu ces deux mondes-là. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je me rends au Nigeria en 97.
pour 6 semaines. Je partais pour 1 semaine finalement. Le voyage, ça a duré plus longtemps. Et je me suis aperçue là-bas, à cette époque-là, c'était à Onitsha, que ça, je l'ai compris après. En fait, à un moment, ils ont eu un gouvernement militaire qui avait imposé des pratiques de gestion des déchets, adéquates des déchets là-bas. Et j'étais surprise de voir que dans le marché, chacun avait une poubelle devant, et quand le passant passait, il pouvait jeter dedans, et puis ça s'enlevait correctement. Donc personne ne jette par terre, quoi. Je n'avais pas vu. Vous savez, c'est quand vous cherchez parfois quelque chose que vous voyez. Parfois, à ce moment-là, pour moi, la différence était tellement grande entre Douala et là-bas que pour moi, ça m'a frappé, en fait. Et je me suis dit, donc ça se fait autrement. Donc on peut gérer autrement les déchets que de la façon dont je vois à Douala. Et quand je rentre au Cameroun, je vais directement dans le marché, je vais rencontrer le régisseur pour dire, mais attendez, comment ça se passe et tout. Le régisseur me dit, il s'occupe de prendre l'argent, le reste, il s'en occupe pas. Il s'en occupe pas. Donc là, ça passe. Ça me gêne un peu, mais ça passe. Et là où je pense que où j'ai été vraiment plus accrochée, c'est quand j'étais en Suisse. Pas la première fois, parce que la première fois, j'ai fait 1 mois en Suisse. Et pour moi, c'est le pays des Blancs. Hein. Ils sont différents de nous. Ils sont meilleurs que nous. Et c'est dans leur nature d'être comme ça. Et on le voit suffisamment à la télé que c'est propre et c'est bien. Donc pour moi, c'est le pays des Blancs. Voilà, c'est normal aussi. C'est normal aussi. Pour moi, c'est normal. Ouais. Donc quand je repars en Suisse, en 99, à ce moment-là, ils étaient en train de fêter les 700 ans de la Confédération suisse. Et à la télé, je regardais beaucoup la télé. Alors là, les documentaires, je passais mon temps à faire ça. Et à la télé, en Suisse, ils étaient en train de faire la rétrospective d'où est-ce qu'ils sont partis à partir de leur confédération jusqu'à aujourd'hui, quels sont les progrès socio-économiques qu'ils ont obtenus. Et c'est alors que je me suis aperçue que ce que je voyais là, ce n'était pas quelque chose de naturel. C'était un apprentissage social, c'était une construction sociale. Ça veut dire qu'ils sont partis de loin. Ils sont partis de loin, ils avaient le choléra, ils jetaient tout dans la rue comme nous faisons, ils mettaient des cailloux pour sauter sur des choses, il y avait de l'eau qui coulait là, et puis ils avaient justement les maladies hydriques. Et par rapport aux maladies hydriques, ils se sont rendus compte que ces maladies hydriques arrivaient en été, parce qu'en été, ils prenaient de l'eau des marais, de ce qui était resté, ce qui n'avait pas séché. Oui. Alors qu'en hiver, ils prenaient la neige. Qui n'était même pas potable. Voilà. Aujourd'hui, on connaît le mot potable. À l'époque, ils ne savaient pas ce que le mot potable. Et tant et si bien que quand des chercheurs, des gens, se sont dit non, c'est sûrement que c'est cette eau qui pose problème, et ils voyaient des petits animaux dedans, et en disant que c'est ça qui pose problème, les Suisses disaient non, une partie des Suisses bien sûr, disaient non, nos ancêtres ont bu ça depuis des années, pourquoi aujourd'hui vous venez dire que c'est ça, c'est plutôt les sorciers, c'est plutôt tel sorcier qui est à tel endroit, il faut qu'on aille le brûler. Donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça à la télévision suisse, je me suis dit, ça veut dire que c'est vraiment une construction sociale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Et figurez-vous, M. Kara, qu'en 1999, j'ai écrit au Premier ministre du Cameroun. Je serais même venu avec la lettre. Hein. Oui. Je serais même venu avec la lettre. Je me demande même si je ne vais pas vous l'envoyer pour que vous le mettez dans... J'ai écrit au Premier ministre du Cameroun en 1999 pour lui dire que ce que j'ai vu là, cette construction sociale que j'ai vue là, ce serait bien qu'on la fasse chez nous. Et qu'on fasse quelque chose dans le sens du territoire. Je vais appeler le projet Notre Patrie. Parce que comme on aime notre patrie, comme on aime notre terre, on ferait mieux de protéger cette terre. Et j'ai dans la réponse du Premier ministre à l'époque, qui m'a écrit en disant « Votre idée est une bonne idée, on va l'envoyer au ministère de la Ville qui vient d'être créé. » Parce qu'en 1999, je venais de créer le ministère de la Ville et ils m'ont dit que mon projet, que j'avais écrit en étant en Suisse, allait être envoyé au ministère de la Ville. Donc, après ça, c'est vraiment ce qui me fait bouger, c'est de savoir que les Suisses ont construit socialement quelque chose et que nous aussi, on peut construire quelque chose. Oui. C'est ça qui me maintient, en fait. D'accord. Donc, c'est ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine des déchets, mais je demande donc à la régie Faisal Sidiki de nous montrer le film Et Blandine. On verra que vous avez vraiment du pain sur la planche. Le problème que je rencontre, c'est est-ce que les gens comprennent? Quelle est mon inquiétude? Ils se disent que c'est pas si grave.
c'est rien, c'est qu'un bout de papier. Et puis, c'est peut-être parce que on n'a pas suffisamment d'argent pour faire nettoyer. Ils ne voient pas ça dans le sens où je le vois. Je m'occupe au quotidien d'éducation environnementale. À la barrière d'à côté, juste à côté, l'école publique dans le primaire, et nous sommes en face de la décharge municipale de la ville de Douala. Quand je vois ça, je me rends compte que nous n'avons pas encore le niveau de conscience suffisant pour ne pas permettre que de telles choses se passent. Je suis née à Douala, j'ai grandi dans un ravin, on n'avait aucune idée de ce que c'est qu'une poubelle, puisque j'étais directement dans la rigole qui passait à côté. Ça, c'était notre poubelle. Je n'en ai pas connu d'autres jusqu'à 11 ans. En 2004, j'ai créé une association pour justement m'occuper de l'éducation environnementale parce que je me suis rendu compte que le problème était à ce niveau. Nous n'avons pratiquement jamais fait d'opération d'assainissement parce qu'on s'est dit c'est pas la peine d'enlever les gens sur les drains, de nettoyer, de les remettre dessus sans qu'eux-mêmes n'aient compris qu'ils doivent prendre en charge le site. Ça là, vous ne devriez pas jeter ça au bac à ordures Isaka. Parce que ça c'est de l'engrais. C'est un des établissements avec lesquels nous avons travaillé l'année dernière et où il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous avons choisi comme cible les établissements scolaires simplement parce que tout enfant devient une grande personne. Bonjour mes amis, nous allons discuter avec les élèves pour justement juger et encourager leur engouement à s'engager. Nous aimerions que ces enfants, par leur nouvelle façon de se comporter, fassent comprendre aux autres que c'est une autre époque et qu'une nouvelle époque est en route. Voilà Blandine, donc nous revoilà sur le plateau après avoir regardé donc ce petit film que vous avez réalisé au Cameroun dans votre pays d'origine. Donc vous avez donc dit sur cette plaquette qu'il y a 9 compétences clés donc pour améliorer notre rapport aux déchets. Donc quelles sont ces compétences? Oui, en effet. Vous savez, quand le sport, par exemple, si je veux faire du judo, il y a une didactique du sport. Il y a la personne qui va m'apprendre à faire du judo, c'est comment il peut m'amener à faire du judo. Et c'est la même chose pour la culture. Même pour la culture, pour n'importe quoi que je vais apprendre, il y a une didactique. Mais sur la question des déchets, il y a plutôt des injonctions. On te dit, fais ça, fais ci, fais ça. Et souvent, les choses ne sont pas toujours... C'est-à-dire, le niveau... en fonction de où je me trouve, je ne peux pas y arriver. Si par exemple on me demande de faire le tri des déchets alors que je jette encore par terre, c'est qu'on me demande quelque chose de trop éloigné de moi. Et si c'est trop éloigné de moi, je décroche. Donc les compétences que j'ai définies, c'est justement pour essayer de mettre en place une didactique de l'éducation à la gestion des déchets. Parce que la première des choses pour qu'une personne s'intéresse ou se rende compte pour qu'une personne entre dans le processus, d'abord, il faut lui demander. Et ça, on oublie souvent. Parce qu'on n'éduque pas quelqu'un, la personne s'auto-éduque, en fait. Il faut demander à la personne, est-ce que la personne a envie de s'éduquer, de s'auto-éduquer à la gestion des déchets. Vraiment, c'est la liberté dans l'engagement pour le faire. Il faut d'abord respecter ça. Donc, si la personne dit que oui, j'ai envie de mieux gérer mes déchets, à partir de là, tu lui expliques donc que la première des choses, c'est de se situer. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu fais déjà le tri? Est-ce que tu jettes encore par terre? Et si tu jettes par terre, qu'est-ce que tu jettes par terre? Donc, c'est vraiment à partir de là que tout le processus démarre. Et dans le classement que j'ai donc fait, la première compétence, la compétence 1, c'est le no-littering. Le littering déjà, c'est le fait d'abandonner les déchets dans l'espace public. C'est généralement les déchets de consommation. C'est-à-dire, je finis de manger quelque chose, Une banane, je jette. Et je jette la peau. Dès que c'est fini, je jette. Tout à l'heure, un paquet de cigarettes, certainement, dès qu'il est devenu vide, la personne s'en est débarrassée. C'est ça le littering. Et ce littering-là, il est dans le monde entier, car il est partout. Les masques de la COVID-19 l'ont montré.
Les gens, dès qu'ils n'avaient plus besoin du masque, ils le jettent par terre. Donc, c'est un peu ça. Donc, si la première compétence, c'est celle-là. Et puis, il y a des gens qui jettent certaines choses par terre et pas d'autres. Il y a des gens, ils jettent dans la poubelle normalement, mais quand c'est le mégot, par exemple, ils jettent par terre. Ça aussi. Donc, c'est des particularités pour que les gens se rendent compte, est-ce que je ne jette rien par terre? Et l'idée, c'est que les gens ne doivent laisser que l'empreinte de leur pas, où qu'il soit. Quel que soit l'endroit où je pars, je ne laisse que l'empreinte de mes pas. Je ne laisse rien d'autre là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, c'est celui de l'intégration des déchets dans le circuit de leur prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jettent bien dans la poubelle, mais après qu'ils aient jeté bien dans la poubelle, comme moi je le faisais quand j'étais enfant à la maison, au lieu de l'intégrer dans le circuit de prise en charge qui est le circuit de collecte de la ville, je le mettais dans l'eau, je m'en débarrassais dans un coin où certaines personnes rassemblent très bien tout et ils brûlent, par exemple. Donc ça, si les gens, si ces deux compétences-là, c'est-à-dire que ne pas jeter par terre et intégrer les déchets dans le circuit de prise en charge, si c'est mis en œuvre, je vous assure, tout devient propre. Parce que les déchets ne sont plus éparpillés, ils ne sont plus en dehors de leur circuit. Donc, c'est les deux premières compétences de base. C'est pourquoi j'ai fait le plaidoyer par rapport, dans le monde entier, on a besoin de ça. On n'a pas besoin, pour ça, on n'a pas besoin, même si on a besoin du circuit de collecte, au moins on a le comportement dédié. La troisième compétence, c'est le tri des déchets. Le tri des déchets parce que, en fait, le tri, c'est le fait de séparer. C'est-à-dire que pour trier, c'est déjà au moins 2 poubelles dans sa tête. Donc, comme je reprends, pour le no-littering, c'est-à-dire que l'absence de l'utilisation de la poubelle, vous utilisez une poubelle. La personne apprend à utiliser une poubelle. Après, quand la personne a appris à utiliser une poubelle, elle apprend maintenant à utiliser 2 poubelles. C'est-à-dire qu'elle trie. Vous voyez qu'il y a des marques, il y a une différence. Donc, la personne trie les déchets et le premier des tris, c'est celui d'enlever les déchets biodégradables dans le reste des déchets. La première des choses que la personne doit savoir, c'est que c'est quoi un déchet biodégradable, c'est quoi un déchet non biodégradable. Parce que c'est le déchet biodégradable qui souille les déchets non biodégradables. Ce qui pourrit, ce qui sent, ce qui pèse là, ça, on le met de côté. Et du coup, ce qui reste là, c'est maintenant en fonction des filières qui existent. On se dit, la bouteille, on met d'un côté, le verre, on met de l'autre côté, le papier, on met d'un autre côté. Ça, c'est après que la personne ait compris les 2 premières compétences. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est la compétence où on évite de transformer les déchets en ordures. Parce qu'il y a une différence, Cara, entre le déchet et l'ordure. Parce que vous pouvez dire les déchets de pommes, vous pouvez mettre un nom sur un déchet. Les déchets de vêtements. Mais quand c'est des ordures, vous pouvez mettre un nom. Parce que c'est mélangé. Ou c'est souillé. Donc, avec le tri, on évite de transformer les déchets en ordures. Parce qu'on a trié, il reste des déchets, ils ne se transforment pas en ordures. La 4e compétence, c'est la compétence de réduire le gaspillage. Parce que c'est utiliser la juste mesure de ce que l'on a besoin. De ce qu'on a besoin. Vraiment utiliser cette juste mesure-là. Mais malheureusement, dans nos cultures, on a, il y a des insultes parfois au Cameroun. Ah, tu peux même pas manger dans ma poubelle, ou alors tu peux manger dans ma poubelle tellement je jette tes choses. Ouais, voilà. Ça, pour les gens, et ça montre le rang social, l'opulence. Tout à fait. Ouais. Tu peux même pas manger dans ma poubelle. Tu peux, mais tu sais ce que je jette. Tellement c'est rempli, voilà. Tellement c'est rempli de choses, par exemple. Et vraiment, et puis les gens utilisent parfois la maison comme un sapin de Noël. C'est éclairé partout, tout le temps. Parfois parce qu'ils ont les moyens. On peut comprendre que pour les raisons de sécurité, on peut peut-être laisser la lumière sur la barrière ici, mais même parce que les gens se disent, je gaspille tant que j'ai les moyens. De faire face. Voilà, dès que j'ai les moyens, alors je le fais. Si je n'ai pas les moyens, je ne le fais pas. Donc, en fait, c'est une sorte de réduire le gaspillage, c'est vraiment... C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Aussi parce que certaines personnes, je faisais une animation un jour dans un centre social, et sur le compostage, et il y a un enfant qui met de côté, c'est les mandarines et tout, et il veut jeter dans le compost. Je dis que mais non,
La mandarine, c'est pour manger, ce n'est pas pour faire composter. Il dit, mais ça va être... Non, ce n'est pas parce que ça va être composté que tu vas le jeter. Tu consommes ça et puis après, on le fait. Donc, la réduction du gaspillage, c'est vraiment quelque chose. Et gaspillage, ce n'est pas seulement alimentaire, c'est vraiment tous les gaspillages. Oui. Voilà. Et la 5e compétence, c'est quelque chose qu'on est en train d'oublier. C'est le fait de nourrir les animaux avec certains restes. Je vous assure qu'on a oublié ça, en fait. Oui. Et souvent, quand on est dans des villages, on voit des poules au bac à ordures pour se nourrir là-bas. Mais à la maison, on ne pense même pas donner nos restes aux poules. Aux animaux, on les jette. On les jette, Ouais. on les jette, on n'y pense même pas. On a même un chien, on oublie, on oublie. On est en train d'oublier ça. C'est pour ça que je l'ai mis comme compétence parce que ces restes alimentaires peuvent servir justement à l'alimentation des animaux. Et ce n'est qu'un plus, en fait. C'est un gain quand on le fait. Mais pour cela, il faut connaître les aliments, il faut connaître l'animal qu'on veut nourrir avec, parce qu'il y a aussi un risque, celui d'intoxiquer l'animal ou même de le tuer. Donc ça, il faut le savoir. Parce que moi, j'étais très surprise même de savoir que c'est vrai que le chien ne prend pas le chocolat. Vous saviez ça? que ça peut tuer ça peut tuer le chien. Ça peut tuer le chien. Donc, il faut aussi, quand je le dis, je dis oui, c'est une compétence, mais il faut être attentif de se demander est-ce que ce que je vais donner... Le pauvre, il est capable de le prendre quand on lui tend ça. Hein, il est capable de... Tout à fait, il est capable de le prendre, mais si... prendre parce que c'est sucré. Voilà, et aussi parce que le chien notamment, c'est l'ami de l'homme. Il aime l'homme, il aime être avec l'homme, il aime bien faire ce que l'homme veut faire. Donc, il faut le savoir. Donc, quand je dis cette compétence, je dis aussi attention. Ce n'est pas parce que c'est un reste alimentaire qu'on va donner à n'importe quel animal. Il faut aussi regarder l'état de ton reste alimentaire. Si c'est un repas qui a fait 4 jours dans la maison, tu ne le donnes pas. Au chien, oui. Tu ne le donnes pas. Donc, c'est un peu ça. La 6e compétence, c'est celui du compostage. Le compostage des biodéchets. C'est-à-dire que les déchets qui pourrissent, tous ces déchets-là doivent retourner à la terre. En fait, c'est le retour à la terre. Ouais. C'est vraiment le retour à la terre, et un retour à la terre, pas seulement des déchets solides de la maison, mais également même les toilettes à litière biométrisées. Vous savez ce que c'est, Clara? Vous savez ce que c'est les toilettes à litière biométrisées? Non. Voilà. Dites-moi. Voilà. Ouais. Les toilettes à litière biométrisées, c'est des toilettes que l'on utilise avec la sciure de bois. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos besoins... Oui, les restes de bois. Voilà. Quand vous allez faire vos besoins, vous le faites déjà vous mettez de la sciure de bois dans un seau, dans un dispositif, vous faites vos besoins, vous recouvrez avec la sciure de bois. La prochaine personne qui vient ne voit que la sciure de bois et fait aussi ses besoins là-bas, et on recouvre la sciure de bois. Et après, c'est mis en compost, c'est mis là, ça devient du compost et ça retourne à la terre. Et ça devient des engrais, quoi. Ça devient des engrais. Ça devient des engrais. Donc, mais à l'époque, c'est ce qu'on utilise ici en Europe. Même en Afrique, partout, c'est ce qui se faisait. Et aujourd'hui, notre modernisme, entre guillemets, nous amène à ne plus faire ça et à remplacer ça par des produits chimiques qui n'ont pas le même rôle, en fait. Donc, la 6e compétence, c'est que normalement, tout le monde devrait être informé, devrait expérimenter le compostage et les toilettes à litière biométrisées. C'est ça la 6e compétence. Donc, la 7e compétence, c'est l'utilisation de ce compost-là pour les cultures. Donc, pour les plantes. Tout à fait. Donc, c'est vraiment cette utilisation-là de savoir, parce que nous, on est tellement déconnectés de la nature, tellement déconnectés. On voit la banane, on oublie même comment est-ce que ça se constitue. On oublie. Quand je vous dis qu'on est tellement déconnectés, j'étais récemment au Cameroun, dans mon village, au village, c'est-à-dire que là où les gens ne vivent officiellement que l'agriculture, j'ai vu des gens qui ont coupé les feuilles de bananier, les ont mis dans la rigole, la rigole, et ont mis le feu dessus. Wow. Ils brûlent les feuilles de bananier parce que ces personnes-là ont même oublié que ces feuilles de bananier-là doivent retourner à la terre. À la terre et peuvent les servir. Et peuvent leur servir. C'est pour vous dire comment on est totalement déconnecté, en fait. On ne sait même pas. Il y a des gens qui... moi, la première, j'ai une fille. Je me suis rendu compte du fait de comment on a raté l'éducation de nos enfants. Parce qu'un jour, ma fille me dit « Maman, j'aime tellement l'arachide. J'aime l'arachide. J'aimerais dormir sous l'arbre de l'arachide. »
dont ma fille à 9 ans n'avait jamais vu. Voilà, l'arachide, Elle n'avait jamais vu ça. Parce qu'il pensait que c'est un arbre. Elle pensait que c'était un arbre parce qu'elle voyait le manguier devant la maison. Elle se disait, c'est sûr, c'est un arbre comme celui-là qui produit l'arachide. On est à côté de la plaque. Parce qu'on est citadin. Mais on est fou. Oui. Mais on est fou. Parce que ce n'est pas parce qu'on est citadin qu'on doit être dans cette ignorance-là. C'est pas normal. Et puis, quand c'est comme ça, la personne, quand elle ne sait pas, elle ne peut pas apprécier. On perd en autonomie, on perd en souveraineté individuelle, en fait. On perd tellement en connaissance, on s'appauvrit dans l'esprit et dans la tête. Donc, la 7e compétence, c'est de dire, oui, le compost a été produit, tu sais comment ça se passe. Maintenant, il faut que tu saches que ce compost-là, quand on le met dans la terre, il structure le sol. Les racines s'imprègnent mieux. L'eau, quand tu mets dans quand la pluie tombe dans un endroit où il y a le compost, ça dure plus longtemps. Et tout c'est pour retourner vers une culture, ce sol vivant. Donc, la 7e compétence, c'est celle-là. Et je pense que tous les humains devraient avoir toutes ces compétences-là. La 8e compétence, c'est toutes les opérations qui permettent d'allonger la durée de vie des choses. La première opération, c'est d'abord une bonne utilisation. Parce qu'il y a des gens qui ont une si mauvaise utilisation des choses. Tu achètes une chaussure à un enfant, il fait n'importe quoi, il casse les pieds, il n'utilise pas correctement. Mais c'est d'abord bien utilisé pour que ça dure plus longtemps. Plus longtemps, comme ça évite d'acheter un autre. Ouais. C'est de respecter même déjà. Donc, c'est la bonne utilisation, c'est de réparer quand on peut, quand c'est réparable, c'est de mutualiser les choses, c'est tout ce qui peut permettre que quand le produit est là, qu'il reste le plus longtemps possible. Et la dernière des choses dans cette compétence, c'est le recyclage. C'est-à-dire que quand c'est arrivé en fin de vie, quand tu ne peux pas donner, quand tu ne peux pas vendre, quand il n'en a plus besoin, c'est vraiment gâté, à ce moment-là, on met au recyclage. C'est ça la 8e compétence. La 9e compétence, c'est vraiment celle qui montre qu'on a un meilleur rapport avec nos déchets et avec notre environnement. C'est celui qui amène à réduire, parce que quand tu produis les déchets, tu te rends compte que tu en produis beaucoup et tu fais tout ce qu'il faut pour réduire les déchets, c'est-à-dire acheter des choses de qualité notamment, essayer d'acheter le maximum de choses de qualité et aussi surtout aller vers une sobriété choisie, c'est-à-dire que faire le choix de ne pas produire les déchets ou de ne pas faire certaines choses. Donc, ces 9 compétences sont celles qui, à mon sens, peuvent permettre à tous les humains, de mieux s'occuper de l'environnement et d'être bien avec eux-mêmes. Parce que ce n'est pas l'environnement qui est un problème, c'est nous-mêmes. C'est notre propre santé, en fait. Oui, donc aussi les 8 milliards d'humains sur Terre respectent ces compétences, comme vous le dites, qui sont complémentaires les unes des autres, eh bien donc la planète ne souffrira plus. Je veux dire, nous ne souffrirons plus parce que ce n'est pas la planète. S'il vous plaît, le nombre de feux pour brûler des déchets qu'il y a dans le monde, je dis bien dans le monde, partout, ici un peu moins, mais il y a aussi ici. Il y a des gens qui brûlent leurs déchets ici. Absolument. Tout à fait. Et chez nous, alors, c'est pire. L'air, on suffoque. L'air devient irrespirable. Irrespirable. Bientôt, ce sera la saison des cultures en février, mars. Vous vous levez, je veux bien que... Je comprends si c'était des usines pour fabriquer quelque chose qui polluerait l'air, oui. Mais nos usines, c'est des usines de nos déchets. Et il y a un problème, en fait. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas pour l'environnement qu'on le fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, oui, parce que nous vivons dans cet environnement. Oui, oui, c'est aussi simple que ça. Alors, docteur Tchamou, et aujourd'hui, donc, dans ce domaine de compétences et pour les déchets, j'imagine que vous n'êtes pas nombreux là-dedans. Pour le moment, j'ai trouvé personne. Pour le moment, j'ai trouvé personne qui veuille faire la recherche sur les questions d'éducation et la gestion des déchets. Je n'ai trouvé personne. Donc, c'est un domaine qui intéresse peu de monde parce que les gens préfèrent s'orienter vers la finance où ils peuvent gagner des millions, beaucoup d'argent, mais ils oublient complètement donc,
notre environnement, notre vie. Oui, mais pour le moment, vraiment, en ce qui concerne la recherche, il y a en sciences d'éducation, les sciences d'éducation, c'est un domaine, c'est même, on peut dire que c'est l'intervention sociale, si on peut dire. Parce qu'en sciences d'éducation, on comprend et on essaye quelque chose pour modifier, pour créer un mouvement. Alors que la plupart des sciences humaines, c'est les sciences de la compréhension. Ça veut dire que j'essaie de comprendre pourquoi la personne a jeté ça là, et c'est tout, en réalité. Mais Ça ne va pas plus loin. normalement, ça ne va pas plus loin. En sociologie, on comprend, on essaie d'avoir des explications, ce qui n'est pas mauvais, puisque moi, je m'appuie sur les travaux de sociologues qui ont compris pourquoi, pour proposer comment est-ce qu'on pourrait. Parce que les sciences d'éducation, c'est une science de la prétention. C'est-à-dire qu'on prétend que, comme on a compris comme ça, si on fait comme ceci, ça pourrait aller. Donc, c'est même une science de risque. Un peu. On prend le risque d'essayer quelque chose. Donc, les chercheurs, il y a des chercheurs qui ont écrit, qui ont travaillé sur les questions de déchets et encore en sociologie, mais après, ils ont même changé de domaine. La plupart des chercheurs qui ont fait des excellents ouvrages sur les questions de gestion de déchets, quand je les contacte, ils ne sont plus dans le domaine. Parce qu'après, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Mais pourquoi? Parce que les gouvernants ne vous soutiennent pas assez? Il n'y a pas de suite et il y a même un mépris. C'est-à-dire que le mépris le mépris que les gens ont pour les déchets est renvoyé au chercheur qui fait la recherche sur les déchets. Et ça, c'est des auteurs, Lullier Cochin, et je ne sais plus qui, j'ai du mal à me rappeler des noms, ils ont écrit un livre sur les déchets, ils le disent nommément, que comme ils s'occupent des déchets, leurs collègues les regardent avec un regard parfois voilà, de pitié, déchets, quoi, oui. Oui, de pitié ou de condescendance. Ils le regardent avec un regard c'est un méprisant. Ils le disent. Et la plupart des chercheurs arrêtent, se retournent vers le jeu, vers d'autres choses, mais pas vers les déchets parce que c'est un tabou orchestré socialement, c'est un tabou. On ne veut pas en parler. Et c'est tellement dommage parce que le déchet, il ne tombe pas du ciel. Le déchet, d'ailleurs, il y a un organisme qui a lancé le concept de zéro déchet. Mais zéro déchet, ça veut dire c'est nier le déchet. La vie s'arrête alors. Voilà, c'est nier le déchet. Oui. Ça veut dire que c'est zéro, ça veut dire que je n'en veux pas. Attends, le déchet, c'est le fruit d'une activité réalisée ou envisagée. Oui. Ça veut dire que j'achète la boîte de sardines parce que j'ai envie de la manger. Après, je ne la mange pas. Et puis je me retourne, je vois encore, ça fait 4 ans que je l'ai là ou que c'est périmé. Je le jette. Je le jette. C'est un déchet d'une activité que j'ai envisagée. Je n'ai pas réalisée. Mais la même boîte de sardines, je l'achète, je mange la sardine qu'il y a dedans et l'emballage ça est créé parce que j'ai voulu manger la sardine qui est dans la boîte de sardines. Oui. Donc, ce que je dis, c'est qu'on définit déjà le déchet comme quelque chose d'extérieur à nous. C'est quelque chose... C'est comme une apparition, en fait, comme si c'était les Martiens qui avaient quelque chose de très loin, de très éloigné, alors que ça fait partie de nous-mêmes. Alors que c'est une part de notre activité, c'est-à-dire que moi j'appelle, vous savez comment j'appelle les déchets, moi? J'appelle les déchets les ex-partenaires. Les déchets sont nos ex-partenaires. Pourquoi? Parce que l'activité que j'ai voulu faire, c'est-à-dire manger la sardine ou manger la banane, la peau de la banane a participé de la naissance de la banane jusqu'à arriver devant moi pour que je puisse manger la banane. Donc, la peau de la banane est mon partenaire dans l'activité de manger la banane. Oui. Donc, aussi vrai que la boîte de sardines est mon partenaire dans mon activité de manger les 3, 4, 5 petites sardines que j'ai envie de manger. Donc, c'est un devoir moral déjà. Moralement, cet ex-partenaire qui m'a aidé à réaliser mon activité, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? C'est ça la question.
est-ce que j'ai envie de lui donner un avenir utile? C'est ça. C'est-à-dire, un avenir utile, c'est-à-dire que la peau de banane, parce que je la connais, je la mets, je la retourne à la terre, et la boîte de sardines, je la remets à l'industrie, d'où elle est ici. Donc, c'est un peu ça qui, à mon avis, il faut changer de paradigme, il faut changer de fondement, le fondement social du rejet du déchet. Parce qu'on rejette, et nous, on apprend à nos enfants à rejeter les déchets. Quand un enfant rejette les déchets, ah ouais, il est propre. Non, on ne doit pas lui apprendre à rejeter les déchets, on doit lui apprendre à gérer le déchet. À se dire, ce déchet, il a été créé, je le respecte, et je lui donne un avenir, je le place là où il doit être, et non de le rejeter. Alors, vous faites aussi des conférences sur ce sujet. Vous en avez fait une il n'y a pas très longtemps sur Paris. Et puis aussi, vous en avez fait à Montréal, hein, au Canada. Donc, tout ça, c'est pour encore sensibiliser les populations, les gens donc, à mieux gérer leurs déchets. Est-ce que vous êtes écouté? En effet, le 17 décembre dernier, j'ai fait une conférence table ronde à l'Académie du climat sur toujours ces 9 compétences-là. Sur ces 9 compétences. Et malheureusement, la période n'est pas très, très pertinente, mais les personnes qui sont intéressées sont venues. Ces personnes qui sont intéressées, qui sont venues et qui m'ont d'ailleurs dit qu'elles ont beaucoup apprécié l'échange, il y en a pas beaucoup, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à la question. Aussi parce que les gens ont déjà leur réponse. Où est-ce que je veux dire? Les gens se disent, oh, c'est sale parce qu'on n'a pas fait nettoyer. Donc, du coup, pas besoin d'éducation. Il faut qu'on nettoie. C'est sale parce qu'on n'a pas puni les gens. Parce qu'on n'a pas mis des amendes aux gens. Mais moi, pour avoir analysé, la ville de Singapour, c'est la ville où il y a le plus d'amendes par rapport aux déchets. Quand on jette même un mégot de cigarette par terre, je crois qu'on... On paye beaucoup d'argent, on va même en prison, on porte même les trucs de Shem et tout ça. Ils ont tout essayé, mais figurez-vous que le littering à Singapour est appelé le litter killer. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils ont fait pour mettre la pression, pour faire payer les gens, parce que c'est une ville-État, ils sont en hauteur. Des gens, encore récemment, un monsieur, un cadre, il finit de boire sa bouteille de vin, il balance par la fenêtre et ça tombe en bas, ça tue quelqu'un. À Singapour, là où ils ont mis le maximum d'amende possible. Il y a même une ville en France qui est à 1 000 € le mégot jeté par terre. Mais même le journaliste qui faisait le reportage disait, mais monsieur le maire, il y a plein de mégots ici par terre. Ça fait combien de millions de Il faut déjà trouver des gens, les auteurs. Voilà, il faut trouver en flagrant délit. Il faut que ce soit en flagrant délit. Et vous savez comment est-ce que la ville de Paris a aussi essayé ça? Ils ont mis 3 000 agents pour essayer de mettre des amendes aux gens. Il faut qu'ils soient au moins 5. Hein. Et il faut qu'ils soient discrets. Ils attendent que la personne finisse de fumer et jette par terre. Et qu'ils vont maintenant l'encercler à 5 personnes pour l'obliger à donner son identité, à ci, à ça, pour qu'il paye les 135 €. Mais attendez, est-ce que la ville de Paris peut mettre à la place de 3 000 personnes pour punir les gens? Est-ce qu'il peut mettre 3 000 personnes pour éduquer les gens? C'est pas facile. Oui, c'est facile dans notre esprit. C'est plus facile de mettre beaucoup d'argent pour aller à la guerre, si vous voulez. C'est la guerre. Mais mettre beaucoup d'argent pour la médiation, pour travailler avec ceux qui ont déjà envie de changer, pas pour aller vers ceux qui ne veulent pas. Parce que l'un des problèmes, c'est qu'on aime beaucoup aller vers ceux qui ne veulent pas. Il faut laisser ceux qui ne veulent pas tranquilles, dans un premier temps. Il faut déjà aller avec ceux, comme j'ai dit, avec ceux qui ont envie de changer leur comportement. On fait avec eux. Et c'est après, maintenant, quand on a fini de faire avec eux et que ces gens-là aient changé, qu'on s'occupe de ceux qui ne veulent pas. Et pendant ce temps, pendant qu'on fait avec ces gens-là, je pense que ceux qui ne veulent pas vont aussi vouloir. Vont aussi vouloir. Donc, je veux dire, la question de la gestion des déchets est très complexe parce que c'est comme pour la question d'éducation, en fait. On a tous des réponses, on a tous des solutions et on ne prend même pas la peine d'analyser ces solutions-là. Comme je vous l'ai dit, par exemple, la solution de nettoyer, on l'a. La solution de punir
On l'a vu, voilà les deux principales solutions en disant, ou alors la solution de naturalisation. Ça veut dire quoi? Oh, en Afrique, ils sont trop sales. C'est leur nature. C'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit parce qu'ils sont comme ça. Ils sont... Ils sont comme ça. Mhm. Donc, ça conforte tout le monde et puis on est tranquille. Ah, le quartier pauvre là, les pauvres sont comme ça. Mhm. Et du coup, on ne fait rien parce que les gens sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, on ne peut pas changer. Mais donc, quelles sont les villes ou les pays que vous pouvez donner un trophée d'avoir d'avoir amélioré leur comportement? Parce que vous avez parlé de la Suisse, mais on parle aussi du Rwanda hein, en Afrique. Et vous pensez que ces pays ont fait beaucoup d'efforts ou ou à votre avis, c'est quoi? Par le passé, la Suisse était très en avance en ce qui concerne la gestion des déchets et en ce qui concerne le rapport des gens aux déchets. Mais ça se dégrade grandement, justement par la notion gestionnaire de la question des déchets. C'est-à-dire qu'on est passé à la gestion, c'est-à-dire que c'est sale, on nettoie, machin, ici et ça. Je peux vous assurer qu'en Suisse, il y a même des agriculteurs qui ont fait toute une grande campagne parce que les gens qui font des randonnées à travers les champs, jettent les canettes, jettent plein de choses. Et eux, ils coupent l'herbe avec des canettes à l'intérieur. Ils découpent, quand ils coupent cette herbe-là, ils donnent à leurs vaches. Quand ils ne font pas attention, les vaches meurent Aïe, parce qu'elles ont parce mangé des qu'ils ont bouts. avalé, ouais. Voilà, elles ont avalé des bouts de trucs. Donc, si vous tapez, d'ailleurs, la Suisse et même le Luxembourg sont des pays qui ont reconnu le littering. Parce qu'en France, on ne connaît pas le littering. En France, on connaît le dépôt sauvage. On ne connaît pas les déchets sauvages diffus, c'est-à-dire le littering. Et quand on ne connaît pas ça, on ne peut pas se battre contre un truc qu'on ne connaît pas. Mais en Suisse, ils l'ont bien identifié, le littering. Et ils ont même un label, le label No Littering, qu'ils donnent aux établissements scolaires. Mais si vous allez, je l'ai fait, dans une école française ou dans nos écoles pour dire je veux m'occuper, je veux qu'on fasse attention aux déchets qu'on jette par terre, les gens vont prendre ça comme une insulte. Ils vont trouver que vous les insultez, que vous dites que c'est sale, c'est pas sale. Donc, s'ils n'ont même pas déjà reconnu, c'est pas la peine. Et le cas du Rwanda, alors? Le Rwanda, justement, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. Et beaucoup de gens me disent comment c'est propre. Récemment, j'ai une cousine qui est partie là-bas et qui m'a envoyé des images de propreté, que les gens ne jettent rien par terre et tout. Mais comme je l'ai dit, c'est fait sous la contrainte. Je veux dire, c'est un peu comme un chef. Avant, je vais vous dire, quand la France a été colonisée par Rome, la France est devenue propre parce que Rome était propre, pas parce qu'elle était plus intelligente que les autres, parce que dans les pays chauds où il y avait la densité, ils ont compris vite qu'il fallait bien s'occuper, il fallait bien gérer l'espace. Ils ont appris à être propres pour éviter les problèmes de choléra et tout. Quand ils ont colonisé la France, ils ont donc apporté ces manières-là, ces bonnes manières en France. Et quand la France a été colonisée par les barbares, comme ils disent, les gens ont désappris. C'est-à-dire que les gens qui étaient propres sont devenus sales. Ouais, ouais. Et c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire qu'on fait comme le chef fait. Si j'ai un chef qui veut que ce soit propre, je suis propre. Si j'ai un chef, oui, ça va être propre. Si j'ai un chef qui ne veut pas que ce soit propre, qui s'en fout, je fais comme le chef, je m'en fous aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'au niveau du Rwanda, je ne le présume pas. Alors, donc, docteur, donc pour vous, c'est une question d'éducation. Donc, maintenant, pour sensibiliser les gens, je crois qu'il est préférable de commencer par le bas, d'aller dans les écoles, informer les jeunes donc à la gestion du déchet. Oui, c'est vraiment une question d'éducation. Quand on parle d'éducation, ce n'est pas l'information, ce n'est pas la sensibilisation, ce n'est pas la communication. Parce que les mots sont là pour dire les choses. Et malheureusement, le mot éducation disparaît même dans le langage institutionnel. On a remplacé par communication, ce qui n'est pas le cas. Donc, éducation veut dire quelqu'un à un niveau et il arrive à un autre niveau. Mais si c'est juste de distiller l'information, on reste dans l'injonction, on reste dans la communication, dans l'information. Donc, l'éducation dont je parle, c'est vraiment de se poser la question où les gens se situent et que les gens eux-mêmes se situent et que les gens décident. Parce que moi, quand je faisais des animations au Cameroun, je faisais des concours des écoles propres,
j'ai commis beaucoup d'erreurs pédagogiques. La première erreur, c'est de ne pas demander aux gens, de ne pas leur demander qu'est-ce que vous voulez faire, comment on va le faire. Que les gens commencent, qu'ils s'approprient, qu'ils décident et qu'ils aient le sentiment qu'ils ont décidé d'apprendre. Souvent, on vient dire, ah, comme c'est ça, voilà ce qu'on va faire. Non, il y a une sorte de dictature dans une façon éducative là, qui dérange les gens et qui ne permet pas d'avancer. Parce que ça fait que les gens ne sont même pas au courant, en fait. Vous leur dites quelque chose, ils n'ont même pas capté, quoi. Donc, l'éducation, c'est vraiment celui qui prend quelqu'un quelque part et qui l'accompagne pour aller quelque part. Donc, c'est de cette éducation que je parle. Il faut peut-être le mettre dans les programmes scolaires en Afrique ou même dans le reste du monde pour sensibiliser les jeunes. Et la difficulté de la compétence, c'est que la compétence n'est pas seulement un savoir. L'école est habituée au savoir. Tu sais, tu ne sais pas. Tu as acquis. Non. Là, on parle de compétence, c'est-à-dire que c'est un savoir, c'est un agir en situation. Ça veut dire que c'est le savoir et l'expérimentation. Ce que je propose, c'est vraiment que les gens expérimentent. Où est-ce que les gens peuvent expérimenter la gestion adéquate des déchets? Il n'y a pas de lieu pour que les gens expérimentent. Ils expérimentent, ils décident, après avoir décidé, ils apprennent à le faire parce que, comme je l'ai dit, jeter dans une poubelle, ce n'est pas évident. C'est un entraînement, la personne va s'entraîner et se réentraîner. Et ce n'est pas seulement une histoire d'école, c'est une école de toute la chaîne sociale. Parce que si on dit que c'est à l'école qu'on va faire ça et qu'on ne va pas faire ça dans le bar d'à côté, qu'on ne va pas faire ça dans le club de jeunes, dans le centre social, qu'on ne va pas faire ça, tous les lieux de socialisation, qu'on ne va pas faire ça au stade, tous les lieux de socialisation sont les lieux d'éducation. Donc, quand je vais au stade, je sais comment je dois me comporter quand je suis au stade. Je sais comment je dois me comporter quand je suis à tel ou tel autre endroit de la vie. Très bien, donc on arrive au terme de l'émission. Vous avez donc attentivement écouté Dr Blandine Olive Tchamou, les 9 compétences pour mieux gérer nos déchets. Donc voilà les conseils que Blandine nous donne, le docteur Blandine nous donne. Donc nous arrivons au terme de l'émission Blandine. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzata. Je vous remercie, vous, les téléspectateurs qui nous suivent et qui suivent cette émission Face à l'Afrique. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1. À très bientôt.